Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Solène et bienvenue sur le podcast de la grande famille. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Manuela. Je suis ravie que tu nous rejoignes. Ça fait très longtemps que j'avais à cœur de pouvoir parler avec toi des soft skills et d'offrir voilà, toute cette expertise que tu as développée maintenant auprès de notre communauté. Donc, peut-être je vais commencer par te présenter et après je te laisserai nous dire plus en détail ton parcours et comment tu en es arrivé à développer Soft Kids et ce que ça apporte aujourd'hui auprès des enfants et auprès des parents. Donc, Solène, tu es maman de 3 enfants, dont des jumeaux. Tu as une expérience en ressources humaines. Tu travaillais au sein d'un grand groupe international au RH. Et notamment, tu as une expertise dans tout ce qui est diversité et les compétences douces qui sont ton sujet de prédilection pour lequel tu es autrice. Tu as écrit ton livre Préparer vos enfants au monde de demain et tu as développé une application qui s'appelle Soft Kids. Donc, si tu veux bien compléter, s'il te plaît, ma présentation et puis nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet et comment il a pris autant de place pour toi dans ta mission de vie, j'ai envie de dire. Eh ben en fait, ce sujet, je pense que je l'ai depuis toujours en tête parce que je me suis toujours passionnée pour les compétences humaines. J'ai adoré lire Zola, Balzac, parce que ça décrivait l'humain, les humains. Et en fait, moi, j'ai une petite blessure d'enfance, c'est que j'avais redoublé ma quatrième parce que j'étais pas bonne en maths et dans les matières scientifiques. Et ma prof principale avait dit à mes parents, si Solène ne redouble pas, elle fera jamais de cycle généraliste. Elle est trop mauvaise en maths. Bon, c'est vrai, j'avais 4 de moyenne. Et en physique, ça volait pas haut non plus. Mais à côté de ça, en quatrième, j'avais déjà lu tous les Rougon-Macquart de Zola, et donc moi, je me passionnais pour le français, la littérature et l'histoire géo et la politique. Donc j'étais, je pense, une enfant atypique. Et l'école ne l'a pas vue. Et donc j'ai toujours choisi mes matières et j'ai toujours été vue comme une élève moyenne, alors même que, par exemple, en terminale, j'avais 16 de moyenne j'avais pris éco option sciences politiques, mais j'avais toujours 4 de moyenne en maths parce que j'ai jamais été meilleure en maths. Et donc l'institution scolaire m'a mis dans la tête que j'étais quelqu'un de moyen. Et donc j'ai fait un cursus après où plus j'avançais, je faisais des choses qui me plaisaient. Donc j'ai fait du droit, des ressources humaines. J'ai un master en ressources humaines et droit social à la Sorbonne. Où là j'avais des bonnes notes parce que j'étais dans ce qui me plaisait. Néanmoins, du collège à la terminale, j'étais moyenne. Et moi, j'aime pas trop ce côté moyen, mettre des étiquettes aux gens. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait l'entretien chez Shell, entreprise anglo-néerlandaise dans laquelle je suis restée 13 ans, on m'a jamais posé de questions sur mes diplômes. Et en fait, c'est une entreprise qui valorise les compétences humaines avant de valoriser les diplômes et le parcours académique. Et l'entreprise part du principe que si on a la volonté d'aboutir, si on est capable de collaborer avec des gens différents de nous et si on est capable d'analyser un sujet et de le prendre, on peut faire n'importe quel métier. Donc, à l'issue du processus de recrutement chez Shell, on m'a dit, voilà, on a des jobs au marketing, à la finance, au RH, à la logistique. Par quoi voulez-vous démarrer votre carrière? Je trouvais ça très atypique. Bon, comme j'avais fait des, des études en RH, j'ai fait ma RH de base et j'ai été en ressources humaines. Mais du coup, j'ai appris dans cette entreprise à identifier, développer mes propres soft skills, mais aussi ceux de mes collaborateurs. On avait des choses obligatoires qu'on devait développer, du type la curiosité, l'esprit critique, la confiance en soi, le growth mindset, qui est l'état d'esprit de développement, se dire qu'on peut y arriver et réussir dans la vie. Et en fait, d'être dans cette entreprise avec cette culture-là
et d'avoir eu des managers étrangers qui n'étaient pas français, qui m'ont dit « Solène, tu as un vrai potentiel, tu peux devenir vice-présidente au sein de l'entreprise ». J'ai changé de job en moyenne tous les 2 ans là-bas. Et j'ai terminé DRH à l'international en charge de la stratégie pour une entité de 15 000 personnes en Europe, Asie, Afrique. En fait, m'a fait dire que le champ des possibles était important et que les compétences humaines étaient des compétences qui pouvaient faire la différence au quotidien. Et ce, d'autant plus dans un monde où 65% des métiers de 2030 n'existent pas encore et où, en fait, les choses qui sont importantes, c'est apprendre à apprendre et à désapprendre, développer son esprit critique face à l'infobésité, avoir confiance en soi face aux réseaux sociaux. Et en fait, pour moi, dans un monde tout digital qui va de plus en plus vite, c'est les compétences de vie, les compétences humaines qui sont, je le rappelle, la base de l'être humain, de notre construction. Quand on me dit oui, avant d'apprendre aux enfants à persévérer, à avoir confiance en soi, il faut d'abord qu'ils apprennent à faire des maths et qu'ils apprennent à lire et écrire. Ce à quoi j'aime bien répondre, je ne pense pas que l'homme de Cro-Magnon avait un master en ressources humaines et avait déjà développé le théorème de Pythagore lorsqu'il a fallu qu'il fasse preuve de créativité pour essayer de faire du feu, qu'il écoute ses émotions pour se dire « Ah là, j'ai peur, il faut que je cours face à cet animal qui arrive sur moi, etc. » Et donc, je pense qu'il est temps de revenir aux basiques et de développer ces compétences humaines qui nous préparent à vivre dans un monde incertain. Voilà. Et donc, Soft Kids, c'est un temps d'écran familial, des séances pédagogiques de 10 à 15 minutes qui permettent de développer en famille la confiance en soi, la persévérance, l'esprit critique, l'accueil des émotions, le vivre ensemble, le growth mindset, etc. Et donc Soft Kids, c'est une application. On l'utilise sur un téléphone portable Ou sur une tablette. ou sur une tablette. Tu dis en famille parce que l'enfant ne l'utilise pas seul, il doit être accompagné ou En fait, nous, on a fait le choix de dire, alors l'enfant peut le faire tout seul, hein, mais en fait, chaque programme a environ 10 modules et il y a au minimum 50% des modules, donc 5 sur 10, où l'enfant aura un pop-up qui dira « fais ça avec un membre de ta famille ». Alors ça peut être le grand frère, la grande sœur, le parrain, la marraine, les grands-parents, ou ça peut aussi être la jeune fille au père, qui va en fait apprendre à mieux découvrir l'enfant. Je donne quelques exemples. Si vous êtes à côté de votre enfant quand vous faites par exemple le programme Confiance en soi et quand on va demander à l'enfant quelles sont les qualités qu'il pense avoir. Bien souvent, le parent va nous dire « je me rends compte que la manière dont mon enfant se voit, c'est pas la manière dont moi je le vois ». Parce que j'étais à côté de lui et par exemple, il a mis qu'il n'était pas organisé. Or, le matin, il fait tout seul son cartable, il s'habille tout seul, il a préparé son goûter pour le soir, donc il est organisé. Mais l'enfant ne se voit pas comme ça. Ou encore, on a un module sur les choix pour montrer aux enfants que ce n'est pas toujours les adultes qui choisissent tout pour eux, parce qu'ils ont toujours cette perception qu'on est là en train de tout décider à leur place. Et en fait, quand on fait ce programme, il y a une maman qui m'a envoyé un message en me disant « grâce à vous, j'ai découvert que ma fille ne choisissait pas ses amis ». Parce qu'en fait, nous, on leur disait, tu choisis si tu prends une crème au chocolat ou à la vanille, quel t-shirt tu vas prendre le matin, ou avec qui tu joues à la récré. Et sa fille lui a dit, non, je choisis pas avec qui je joue à la récré parce que j'ai tellement peur que si je posais la question à quelqu'un avec qui j'ai envie de jouer, qu'il me dise non, que je ne joue qu'avec les gens qui veulent bien jouer avec moi. Donc voilà pourquoi on trouve que c'est plus intéressant de jouer en famille et d'avoir le parent qui est à côté pour observer l'enfant et pour initier des discussions familiales que de laisser l'enfant le faire tout seul. Ça joue l'effet miroir en fait sur l'enfant et sur ses comportements. Tu as parlé et c'est intéressant, je trouve, en effet, de pouvoir le expliquer et de mettre dans un cas pratique l'apport que ça puisse avoir, que l'enfant soit accompagné dans la compréhension aussi de la façon dont il vit les choses. Est-ce que tu peux nous redonner un peu de détails sur quel type de qualité et de compétences en fait vous abordez avec l'application et avec Soft Kids? Alors la première chose qu'on aborde, et c'est la base de tout, c'est la confiance en soi.
Et c'est d'autant plus important en France, parce qu'en France, en fait, on est dans un pays où il y a un vrai défaut de confiance d'une manière générale. Je vais partager quelques chiffres. Donc, tout d'abord, il n'y a que 20% des Français qui ont confiance dans les autres. Donc 80% des Français n'ont pas confiance dans les autres, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 54%. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de défiance où on a énormément de mal à faire confiance à son voisin, aux politiques, à la justice, à son manager, à son collaborateur, etc. Donc ça, c'est ancré dans notre société actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est un vrai problème de société qui explique aussi les crises qu'on est en train de vivre en France. La deuxième chose, c'est que si on fait un focus sur les enfants et les parents, aujourd'hui, on a à peu près 60% des enfants qui nous disent « mes parents ne me font pas confiance ». Donc voilà, déjà. Et ensuite, quand on va sur la sphère scolaire, on est classé 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir. Donc en fait, nos élèves se disent que de toute façon, ils vont pas y arriver. Donc c'est très difficile d'être bon à l'école si on se dit qu'on ne va pas y arriver. Donc voilà, donc ça c'est la base et donc nous, on va aider avec des outils de connaissance de soi, d'explication de comment se développe la confiance en soi, à développer cette fameuse confiance en soi. Donc ça c'est un premier pilier. Ensuite, un deuxième pilier, c'est tout ce qui va être accueil des émotions, parce qu'aujourd'hui, et je dirais slash résilience, et j'en parle dans mon livre, parce que dans mon livre, j'aborde 15 compétences qui sont pour moi essentielles à développer. Mais aujourd'hui, on est dans un monde de l'instantanéité, avec énormément de clash. Et en fait, vos enfants, très vite, vont être confrontés à une société où on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, toi t'es bien, toi t'es nul, toi, etc. Et donc, il faut apprendre à accueillir ces émotions qui sont parfois vues comme négatives, prendre du recul. Et les émotions aussi vont aider, à mieux vivre en société. Parce que, par exemple, ce qu'on sait, c'est que quand des jeunes vont aller saccager dans la rue, frapper, etc., on sait que c'est des jeunes à qui on n'a pas appris à verbaliser l'émotion. Et donc, en fait, le seul moyen de pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur, ça va être de frapper, taper, casser. Donc, aller expliquer que, bah oui, on peut dire je suis triste, je suis énervée, je suis en colère. Et bah déjà, on gagne en confiance en soi, en assertivité, et ça va permettre de faire société aussi. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et après, moi, il y a une troisième chose sur laquelle je m'attraque pas mal, c'est l'esprit critique. On est dans une ère sans précédent de la désinformation, de la fake news, une infobésité qui est extrêmement importante et qui est en train de toucher la démocratie des sociétés occidentales. Et donc, il faut être capable aujourd'hui d'arriver à voir quel est le vrai du faux. Là, déjà, dès à présent, nous, on est tous, je sais pas, par exemple, là, moi, je suis assez spammée par des messages qui me disent ce colis n'entrez pas dans votre boîte aux lettres, et en fait, c'est pour récupérer de l'argent. Il faut savoir que nos enfants aussi sont victimes de ça. Il y a de plus en plus de cybercriminalité auprès des enfants. Et donc, il faut développer leur esprit critique pour qu'ils soient capables d'affronter ça. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu le trio gagnant que je donne, mais il y a beaucoup plus de choses. Et là, chez Soft Kids, aujourd'hui, on a confiance en soi, persévérance, accueil des émotions, état d'esprit de croissance, vivre ensemble et politesse, apprendre à apprendre, qui est très important aussi, apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. Et voilà, et ça, c'est un petit peu les basiques pour pouvoir se préparer au monde de demain.
Hyper intéressant. C'est vrai que chez Butterfly, ce sont des choses vraiment qu'on vit dans notre quotidien en accompagnant les familles, les parents et leurs enfants à l'accueil d'un au pair ou d'une au pair. Et cette culture de la confiance dont tu parles, est vraiment très prégnante. J'étais aux États-Unis récemment et je me faisais encore la réflexion, cette réflexion du rapport et de la relation qui n'a rien à voir entre les gens parce que en France, par défaut, tu as une méfiance et tu gagnes la confiance avec le temps. Et aux US, par défaut, les gens te font confiance. Et si tu perds leur confiance, c'est parce que tu les as déçus ou tu l'as rompu. Mais ça change tout le climat global, en fait, de la relation des citoyens, d'une société et de sa capacité à vivre ensemble, à faire société, à avancer, à évoluer, à rebondir aussi. Et c'est vrai que en France, je trouve il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens, mais quand même, quand on voit un peu le climat politique, on se dit que le chemin est encore extrêmement long. Donc c'est essentiel, et je te rejoins dans tout ce que tu fais, et je te félicite parce que je trouve ça génial en fait qu'on ait accès à ça, qu'on puisse avoir cette sensibilité pour les enfants, voilà, de leur donner des outils concrets et pratiques dès le plus jeune âge pour les familiariser à cette prise de conscience et qu'on ne reproduise pas les schémas. Oui, c'est hyper important et après, si je peux donner une autre astuce, c'est que, je pense que, aujourd'hui, c'est bien d'avoir, l'école et cetera, mais on a trop tendance à tout focaliser sur l'école et sur les notes, les matières et moi, ce que j'incite les parents à faire, c'est au lieu d'avoir des discussions on va dire, «Ah mais il est bon en maths», «Ah, oui, il est moins bon en histoire, en géo». En fait, on détermine nos enfants et leurs compétences par rapport à des matières. Et moi, je pense qu'il faut absolument changer le langage parce que c'est ça qui change tout et c'est ça qui fait qu'on a l'impression d'avoir des compétences et pas des connaissances. Moi, je suis plus pour la tête bien faite que la tête bien remplie. C'est si votre enfant il est bon en maths, dites plutôt oh là là, il est très bon en résolution des problèmes. S'il est bon en histoire géo, vous dites ah bah il a un esprit critique affûté. En changeant ça et en changeant les discours, et bah, votre enfant va tout de suite se dire: «Ah oui, en fait, j'ai de l'esprit critique, je sais résoudre des problèmes, je suis persévérant», au lieu de se dire, j'ai la bosse des maths, j'ai la bosse, de l'histoire géo et cetera. Alors qu'en fait, ce qui nous catégorise, ce n'est pas, les matières dans lesquelles on va être bon ou pas, c'est les compétences acquises au travers de ces matières. Totalement. Et par rapport à l'application SoftKids, tu la conseilles à partir de quel âge? Alors nous, on va du CP à la 6e. En fait, c'est les cycles 2, cycle 3 de l'éducation nationale. Donc à partir du CP jusqu'à la sixième pour les enfants, directement depuis la tablette ou sur le téléphone. Et c'est pas tout parce que tu as aussi écrit un livre sur le sujet dans lequel tu expliques et tu reprends chacune de ces compétences douces et comment comment on les décrit dans notre quotidien, comment on les repère plutôt, et ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à les développer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Bien évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, je mettrai les liens du livre de Solène et de l'application de SoftKids dans les commentaires. Alors oui, c'est un livre très pratique. C'est le retour des lecteurs que j'ai. Après, je suis extrêmement contente aussi parce que c'est un livre qui est beaucoup lu par les papas. Je pense que le fait de parler de compétences plutôt que de parler d'éducation comme ça plaît beaucoup plus aux papas. Et donc je reprends parce que en fait les soft skills donc c'est qu'on dit aussi compétences psychosociales, compétences humaines, etc. Sont définis par l'Organisation mondiale de la santé en 3 grands domaines de compétences. Les compétences cognitives, comme par exemple avoir de l'esprit critique, de la confiance en soi, de la persévérance. Les compétences émotionnelles, savoir accueillir ses émotions, être résilient. Et les compétences relationnelles, comme savoir collaborer, mais aussi savoir résoudre des conflits avec les autres.
Et en fait, donc je reprends ce triptyque de l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, l'OMS recommande de développer les soft skills des enfants 3 heures par semaine, 2 heures à la maison et 1 heure à l'école. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est pour chaque soft skill, donc j'en prends 15, c'est d'expliquer qu'est-ce que dit la recherche scientifique sur ce soft skill, pourquoi est-ce qu'il est important de le développer. Et ensuite, d'expliquer de manière extrêmement pratique comment vous pouvez le développer à la maison au quotidien. Je donne un exemple. Sur l'esprit critique, je propose, par exemple, des questions que vous pouvez poser à vos enfants quand vous avez vu une pub à la télé. Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme débriefing après avoir regardé un film en famille. Donc voilà, c'est des choses qui sont très pratiques et qui s'inscrivent dans le quotidien pour pas avoir de la charge en plus. OK. Important de mentionner la charge en plus. Et dans ton côté pratico-pratique, avec 3 enfants qui grandissent maintenant, mais qui sont assez rapprochés, dont des jumeaux, le côté pratico-pratique, tu l'as plus qu'expérimenté et tu en es même devenue une experte. Je me souviens cet été de ta masterclass sur comment préparer ses vacances en famille Oui. en diminuant sa charge mentale. Bah oui, on essaye de mettre en pratique ce qu'on préconise. Alors des fois c'est un peu plus compliqué parce que évidemment c'est toujours plus simple pour les enfants des autres que pour ses propres enfants parce qu'il y a de l'affect et c'est pas forcément pareil. Mais c'est vrai que moi, un de mes chevals de bataille aujourd'hui, c'est vraiment l'autonomie. Je trouve que il y a cette charge mentale dont on parle beaucoup, mais cette charge mentale, elle est aussi du fait que les parents font énormément de choses à la place de leurs enfants, alors qu'ils sont capables d'eux. Et donc, pour que les vacances, pour cette masterclass, soient des vacances pour tout le monde, eh ben, il faut que tout le monde participe. Et moi, par exemple, je pars du principe que à un certain âge, ce n'est pas de ma responsabilité en tant que maman de penser à la crème solaire de tout le monde, à la serviette de tout le monde, aux jouets de tout le monde, etc. Chacun peut prendre la responsabilité de prendre ses propres affaires pour aller à la plage. Voilà un exemple parmi d'autres. Oui, mais c'est un bon exemple parce que il y a à la fois la charge mentale, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, le côté facilité. C'est-à-dire que moi, je vois, j'essaye de moins le faire maintenant, mais les enfants petits, j'avais tendance à faire à leur place parce que ça me simplifiait la vie que de le gérer et parce que ça, tu te dis que ça va aller plus vite et que voilà, il y a aussi un peu cette fainéantise, j'ai envie de dire, de me dire bon bah si je le fais, tout se passe bien, j'ai pas de conflit à gérer ou j'ai pas de désaccord à gérer, ça va aller plus vite, je vais gagner du temps, je vais m'économiser et eux, ils seront contents. Donc il y a aussi une paresse intellectuelle aussi, j'ai l'impression, enfin moi je le ressens. Alors moi, je n'appelle pas ça de la fainéantise. Je pense que les parents ont un énorme problème de patience. Ah oui, oui, c'est pas. Mettre en place des routines pour ses enfants, ça prend du temps. Par exemple, je donne cet exemple dans mon livre sur l'organisation, etc. Quand vous dites à votre enfant « range ta chambre », imaginez, vous passez devant, c'est un bazar pas possible, etc. C'est trop vaste comme chose pour un enfant, range ta chambre. Donc c'est s'il te plaît, tu peux ramasser les livres. Tu vois, ça, c'est très précis, il peut le faire, c'est pas. Alors que si tu dis range ta chambre, pour lui, ça va être une montagne. Ça va être mais non, mais en fait, je peux pas, t'as vu le bazar que c'est, etc. Donc voilà, donc on est précis et en fait, il faut mettre des routines en place au fur et à mesure. Et on sait qu'en fait, pour qu'une routine se mette en place, c'est entre 21 jours à 3 mois. Donc, il faut être patient et persévérant. Et moi, je sais que bon, j'ai donné déjà cet exemple dans pas mal d'interviews, mais c'est l'exemple qui parle le plus. Bon, aujourd'hui, mes jumeaux, ils ont 7 ans. Depuis l'âge de 4 ans, ils se préparent tout seuls le matin et ils prennent leur petit déjeuner tout seuls. Parce que dès l'âge de 4 ans, tout est à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que leurs habits sont à hauteur d'enfant. Il y a 3 piles, la pile pantalon, la pile t-shirt, la pile chaussettes, caleçon. Et en fait, ils vont prendre
l'un et l'autre. Bon, alors des fois, c'est pas hyper bien accordé, mais je suis désolée, en maternelle ou en CP, il y a pas de fashion faux pas. Et donc, ils savaient s'habiller tout seuls. Et pour le petit déjeuner, depuis l'âge de 4 ans, ils savent se servir un bol, se servir du lait et aussi se servir du grille-pain. Et donc, ils font leur petit déj tout seuls. Alors, effectivement, c'est un peu le bazar à la fin. Mais je sais très bien que on aura eu le bazar pendant plusieurs années, parce qu'ils en mettent un peu partout, etc. Mais à mon avis, enfin là, ça commence à être de mieux en mieux, mais en CE2, ils prendront leur petit-déj, il n'y en aura pas partout, et ils seront autonomes. Et voilà, et donc ça, c'est des choses que j'ai mis en place depuis des années, mais aujourd'hui, moi, en fait, le matin, j'ai pas de charge mentale. Pareil, le soir, j'avais fait ça avec mon aîné. J'avais dit, le goûter, c'est ta responsabilité. Là, mes jumeaux sont rentrés en CP. Je leur ai dit, préparez votre boîte à goûter, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. C'est pas à moi tous les soirs de prendre les boîtes à goûter. Ils sont parfaitement capables d'aller chercher une pomme pote et d'aller chercher de la brioche avec une barre de chocolat. Et donc, ils se font eux-mêmes leur goûter. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, alors, je ne parle pas des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, par exemple des enfants qui ont un TDAH, où vous leur demandez de faire quelque chose, et là, en fait, il faut absolument, si vous voulez mettre en place ce genre de choses, les accompagner avec des tableaux visuels, parce qu'en fait, ils vont commencer la tâche, ils vont déjà plus se rappeler ce qu'ils étaient en train de faire. Donc en fait, ça fonctionne pas forcément pour tout le monde. Mais quand vous mettez en place ces routines-là, dès le plus jeune âge, eh ben, c'est des choses qui vont fonctionner. Et en fait, très vite, vous allez avoir l'impression qu'il y a plein de choses en moins dans votre charge mentale, parce que vous avez déjà à gérer les activités extrascolaires, le matériel qui manque, racheter de la colle, le machin, etc. Et si en plus, vous faites les choses qu'ils sont capables de faire, ah bah alors là, vous explosez, quoi. Non, mais je trouve que c'est hyper riche en termes de conseils que tu donnes. C'est concret, c'est précis. Et en effet, de la façon dont tu l'expliques, on est tous en capacité de le mettre en place dans notre quotidien. Après, il suffit de volonté et d'une dose de patience quand même, comme tu l'as dit. Et ça, c'est pas doté, tout le monde ne l'a pas. Je pense que c'est un peu une denrée rare de nos jours, mais qui nous fait progresser aussi en tant qu'adultes. Donc, moi, j'aime beaucoup le fait de progresser ensemble et en famille. Mais oui, tu as raison. C'est vrai que à partir du moment où tu as expliqué les choses, mais il faut avoir cette tolérance, que ça soit pas fait correctement et qu'il y en ait partout. Il faut avoir et c'est pas rien. Hein. C'est pas rien que de lâcher le contrôle, que d'accepter que ça sera cafouillis parce que il peut y avoir un verre qui se renverse. Il faut que les deux parents soient alignés aussi. Ça, c'est hyper important. Et c'est pas toujours si évident. Oui, et puis il faut changer parce que moi, par exemple, l'exemple des vêtements. Moi, quand j'ai eu mon fils aîné, j'avais donc ma carrière à l'international et il m'arrivait de partir toute une semaine en Asie. Et ben, je préparais pour chaque jour la pile d'habits pour que mon fils soit bien habillé à la crèche. Et en fait, après le recul, je me dis, mais en fait, t'étais folle, quoi. Parce que, enfin, c'était pas bien grave si c'était pas coordonné, etc. Et donc, très très vite, mon aîné, depuis, pareil, le CP, je pense qu'il s'habille tout seul. Mes jumeaux, depuis moyenne grande section. Et j'avais eu la discussion avec des mamans, quand mon fils était en CM1, qui disaient hors de question qu'il choisisse ses habits tout seul le matin parce que il va être mal habillé. Et je leur disais, mais en fait, c'est vous qui achetez les habits. Donc, normalement, c'est à peu près de votre goût, quoi. Enfin, vous avez demandé à votre enfant, ou des fois, des parents ne demandent pas du tout, mais en fait, vous êtes d'accord sur ces habits. Donc, c'est pas très, très grave, parce que la première fois, moi, des fois, je vois, ils sont habillés, où c'est un peu hyper coloré, je leur dis, bah, va te regarder dans la glace avant de partir pour voir si t'es satisfait. Et donc, s'ils me disent, ouais, non, ça va, je fais, bon, bah, ok, ils sont satisfaits, bah, c'est leur goût, je vais les laisser. Mais sinon, voilà, vous pouvez leur dire, sans leur demander de se changer, ou leur dire, ah, tu sais, cette couleur-là avec cette couleur-là, ça se marie pas trop, la prochaine fois, essaye de faire comme ça. Mais ne pas les casser, parce que là, en fait, eux, ils ont l'impression qu'ils sont autonomes, qu'on leur donne la responsabilité d'eux, et qu'on a confiance en eux. Et ça, c'est énorme pour eux. Totalement.
C'est vrai. On en revient à ce sujet de confiance qui est indispensable et ils grandissent avec celle qu'on leur donne. C'est leur premier repère, donc c'est d'autant plus important qu'ils la ressentent si petit en fait. Mm. Donc tu as parlé de la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que ça aussi c'est un sujet ou une qualité que je trouve qui est beaucoup plus développée dans les cultures anglo-saxonnes qu'en France, la notion de growth mindset, c'est-à-dire de capacité d'apprendre à apprendre et de se développer tout au long de la vie avec le temps. Ouais. Alors moi, c'est un truc que j'ai découvert chez Shell parce qu'on m'a demandé de développer mon growth mindset. Donc, il faut savoir que le growth mindset, ça a été théorisé par une psychologue qui s'appelle Carol Dweck, qui est psychologue et chercheuse à Stanford, il y a 30 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'elle travaille sur ce sujet-là. Et elle s'est dit, quelle est la différence entre un enfant qui va se dire, chouette, un exercice, je vais m'amuser, et un enfant qui va se dire, oh là là, je vais jamais y arriver. Et en fait, la différence, c'est que l'enfant qui va se dire chouette, je vais m'amuser, c'est un enfant qui, dans son état d'esprit, se dit que faire des erreurs, ça fait partie du chemin pour y arriver, qui se dit qu'il va falloir persévérer, qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup, et qui va voir les choses de manière ludique. Alors qu'un enfant qui a un état d'esprit fixe, il va toujours se dire ah bah non, en fait, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et c'est vrai que bah en France, on est plutôt dans un état d'esprit fixe au niveau scolaire. Pourquoi ? Parce que dans la pédagogie française et ce qu'il y a à l'école, on a tendance à valoriser l'enfant qui connaît tout du premier coup. Et donc l'enfant qui n'a pas réussi à tout faire du premier coup ou qui connaît pas tout du premier coup, il va se dire ah bah moi je suis pas normal, je suis nul, etc. Et en fait, on favorise le résultat et pas le chemin. Alors ce qui est bien, c'est que l'éducation nationale commence à s'en rendre compte, et notamment avec l'impulsion du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui dit il faut absolument injecter du growth mindset dans la pédagogie française et en fait aider les enfants à réussir. Et moi, je vois par exemple, quand mon fils aîné était en 6e, il avait son prof de mathématiques qui proposait à tout le monde de refaire une deuxième fois le contrôle. Et ben ça va permettre de développer un esprit de growth mindset parce qu'on se dit en fait, j'ai le droit de me tromper, de faire des erreurs et de recommencer. Et donc, pour développer cet état d'esprit, il faut absolument valoriser le chemin et pas le résultat. Donc en fait, quand votre enfant a une bonne note, au lieu de lui dire ah ouais, génial, t'as une super note, il faut mieux lui dire ah oui, t'avais bien travaillé, j'ai vu que t'avais fait des efforts et que t'avais travaillé, tu dois être content de toi. Et plutôt, en fait, aller le féliciter pour ce qu'il a fait pour arriver à ce résultat, plutôt que de juste lui dire ah chouette, t'as une bonne note. Et donc, il faut aller sur le chemin. Et après, moi, ce que je conseille souvent, et ça va un peu avec la persévérance, c'est rajouter ce petit mot, mais qui fait toute la différence pour vos enfants qui sont en apprentissage et qui vont avoir tendance à se décourager très vite, c'est de rajouter du encore à tout. Quand votre enfant vous dit j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, et ben vous lui dites non, tu n'y arrives pas encore. Essaye et ça tu vas y arriver. Et donc si vous rajoutez du encore, vous allez développer cet état d'esprit qui fait que on a le droit de se tromper, on doit essayer plusieurs fois avant d'y arriver, et vous allez contribuer à développer sa persévérance et à se dire que on peut y réussir dans la vie, même si on ne réussit pas tout du premier coup. Ouais, c'est très juste et en effet, cette astuce de rajouter le encore, je la trouve hyper intéressante. En t'écoutant, je me posais la question de l'environnement scolaire. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu disais on attend beaucoup de l'école et on peut et c'est vrai que voilà, je pense que les enfants y passant quand même beaucoup de temps, on attend qu'il y ait beaucoup de choses qui émanent de l'école. Par rapport à tu as donné l'exemple du prof de maths de ton enfant, mais par rapport à cet état d'esprit qui me paraît essentiel, en fait, comme on le disait en introduction de l'épisode, accompagner notre société, nos enfants à pouvoir se construire avec d'autres repères et d'autres outils que ceux avec lesquels on a grandi pour une société plus en confiance, pour améliorer le vivre ensemble
il y a quand même un vecteur, pour moi qui est indispensable, c'est, les professeurs et tout, le corps enseignant, à l'école parce qu'ils les connaissent extrêmement bien, nos enfants, ils passent beaucoup de temps avec eux. Sans être caricatural, je les perçois assez éloignés, en fait, de ces connaissances-là et de cet état d'esprit, du growth mindset. Qu'est-ce que tu en penses et par rapport à ton application, est-ce que c'est un outil qui est utilisé aussi, par, l'éducation nationale en France? Oui, alors ça commence à bouger. Donc nous, en fait, on est lauréat d'un appel d'offres de l'éducation nationale pour accompagner 500 000 élèves dans 8 académies sur 5 ans, pour lutter contre le décrochage scolaire, parce que c'est un très bon outil de prévention. La recherche scientifique montre qu'en fait, quand on développe ces soft skills, on a des meilleurs résultats scolaires. Et donc, ça commence à arriver. Néanmoins, nous sommes vus comme une expérimentation. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui arrive dans la pratique. Ce ne sera pas tous les enseignants. Mais moi, je vois de plus en plus d'enseignants qui, quand même, essayent de trouver des nouvelles pédagogies, qui s'intéressent à des nouvelles choses, que ce soit sur l'apprentissage. Mon fils en CM2, il a sa maîtresse qui leur a appris à faire les cartes mentales pour pouvoir apprendre des leçons. Je trouve ça assez nouveau. Donc, on a, je trouve, de plus en plus d'enseignants, pas tous, hein, mais qui commencent à avoir des outils pédagogiques qui permettent de développer ce type de compétences. Et je pense que ça commence à infuser doucement mais sûrement au sein de l'éducation nationale. En effet, moi aussi, j'ai ma fille de troisième qui, apprend avec les cartes mentales et qui, maintenant, ça devient assez, je dirais pas automatique, mais qu'il l'utilise facilement en fait. Ouais, ça devient un réflexe pour elle quand même. Super intéressant. Est-ce que pour peut-être pour terminer notre épisode, tu aurais des conseils, Solène, pour des parents qui sont quand même assez éloignés de ces notions-là, qui ont envie, mais qui n'ont pas le temps, tout simplement parce qu'on parlait de patience. Il y a le sujet de la patience, mais il y a aussi voilà, beaucoup de parents qui ont des jobs ultra prenants, qui voudraient faire plus, mais qui ont pas toujours les possibilités de le faire. Par quoi commencer et comment s'accrocher sans se décourager, j'ai envie de dire. Il y a deux choses. Bon, alors mon livre, par exemple, franchement, il se lit en 2 heures. Donc, si vous arrivez à caser 2 heures, C'est vrai, moi je l'ai pas fini, je reconnais, mais je l'ai lu et il se lit c'est hyper, et tout le monde me dit qu'il se lit hyper facilement. Et pour moi, enfin, c'était un début, c'était que ce soit très pratique. Parce que sinon, en fait, tu plombes tout, tu perds les gens, et puis c'est trop théorique. Donc, voilà. Donc, là, c'est une première chose. La piece of skills, j'ai dit, c'est 10 minutes par jour. Après, moi, en fait, et je le dis dans le livre, hein, l'idée, c'est pas que vos enfants ils soient bons partout, c'est pas qu'ils soient qu'ils aient un carton sur les caresses compétences, etc. L'idée, c'est vraiment d'arriver à révéler un petit peu les compétences qu'ont vos enfants et à voir là où ils ont des forces. Et donc, moi, il y a quelque chose qui prend pas de temps du tout, hein. Moi, la première chose que je conseille, c'est d'observer ces enfants. Parce que c'est en les observant que vous allez voir, en fait, ce qu'ils aiment, qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est hyper important. Et après, une fois que vous avez fait cette observation, vous pouvez vous dire, soit j'ai envie que voilà encore plus développer, je sais pas, leur esprit créatif, leur esprit critique, etc. Et donc vous allez aller sur ce terrain-là. Mais moi, ce que je conseille dans le livre, c'est d'essayer de développer une ou deux compétences. Par exemple, vous avez décidé que cette année, vous voulez qu'il soit autonome. Donc, vous avez décidé qu'il devait être autonome. Donc vous mettez en place des petites choses, des rituels à la maison pour qu'il gagne en autonomie. Mais en fait, c'est exactement, je dis aux parents la même chose que aux enfants dans le programme Persévérance où on leur apprend la technique des petits pas. Donc en fait, c'est pas je vais faire un puzzle de 1000 pièces et voilà, ça va être trop dur. C'est je vais faire un puzzle de 1000 pièces. Je commence par trier les pièces. Une fois que j'aurai trié les pièces, je ferai le tour. Une fois que j'aurai fait le tour, je commencerai par essayer de faire la partie de gauche. Voilà, un peu de méthodologie, petit à petit, et on n'essaye pas de gravir des montagnes. Ouais. Voilà. Mais c'est la base et c'est la base de tout, de notre quotidien, en fait, quel que soit notre âge, j'ai envie de dire. Mm-mm. Qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on n'arrive pas à faire les choses où on se sent dépassé quand on veut aller trop vite au résultat et qu'on ne le décortique pas suffisamment en petites tâches. Enfin, moi, je sais que
j'ai beaucoup évolué ces dernières années sur ce sujet-là pour ma santé mentale, parce que je me décourageais trop. C'était trop récurrent, en fait, le sentiment de découragement que je ressentais. Et à un moment, je me suis dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et comment je peux me sentir plus satisfaite de mon quotidien? Et donc, avec cette méthodologie de la planification, de l'organisation, du découpage en petites tâches, de me dire que j'étais en chemin, que quand mon résultat n'est pas correct, que j'arrive à prendre du recul dessus et me dire qu'il n'est pas nul et qu'il ne vaut pas rien, mais qu'il n'est pas à la hauteur de ce que je voudrais. Et pour cultiver la persévérance. Donc, je pense que c'est l'apprentissage d'une vie. Donc, ce qui est super, c'est que maintenant, on a un outil accessible et voilà, qui a été bien pensé pour qu'on puisse aider nos enfants et qu'ils n'attendent pas notre âge avancé pour pouvoir se doter de ces compétences et de ces qualités-là. Oui, c'est vrai. Bah, écoute, un grand merci, Solène. Alors, s'il y a une chose dont on n'a pas parlé, tu as été famille au pair. Et justement, par rapport à cette expérience de famille au pair, quel regard tu portes sur cette expérience, sur l'apprentissage que ça peut avoir avec nos enfants, des soft skills, et puis aussi de l'apprentissage voilà, de la relation, du vivre ensemble et de la relation et de l'apprentissage linguistique. Alors nous, je pense qu'on a été, alors je sais pas si on a été hyper chanceux, mais nous, on a adoré notre expérience, de au pair, pendant 2 ans. Notre jeune fille au pair, bon, elle est repartie, en Argentine, mais elle a intégré le groupe WhatsApp, familial avec les grands-parents, les oncles, les tantes. Enfin voilà, elle fait vraiment partie de la famille. Nous, ce qu'on a essayé au maximum, c'est qu'elle apprenne en fait de la France, de la culture. On l'a emmenée partout avec nous. Elle a fait les châteaux de la Loire avec nous. On l'a emmenée voir les vaches dans le Jura. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'elle était très très curieuse, donc ça a beaucoup aidé. Et puis pour les enfants, ça a été aussi une manière de poser beaucoup de questions, d'apprendre beaucoup sur la culture, Bon, alors ils sont pas bilingues espagnols, mais il y a quelques restes. Par exemple, ils chantent joyeux anniversaire en espagnol ou ils savent très bien compter, ils connaissent l'alphabet, etc. Donc il y a plein de choses qui, je pense, resteront. Et en fait, c'est vrai que moi, en ayant travaillé à l'international, je trouve que c'est hyper important d'apporter à nos enfants cet aspect de diversité et d'inclusion, du fait que c'est pas partout pareil. Bon, par exemple, quand notre jeune fille au père, elle leur disait, vous savez, moi, en Argentine, il n'y a pas de lave-vaisselle dans les maisons. Donc, on fait la vaisselle, etc. Du coup, les enfants, ils sont là, ah bon? Donc, voilà, donc ça les aide aussi à voir que leur réalité n'est pas la réalité de tout le monde. Et ça, je trouve ça très, 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 très important. Mais voilà, d'une manière générale, nous, c'est une expérience qu'on a vraiment adorée. Eh bien, écoute, on s'arrêtera sur ce mot de la fin de votre expérience au pair que vous avez adoré, qui forcément me va directement au cœur. Et je te remercie beaucoup pour cet épisode. C'était un grand plaisir. Ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Ça faisait partie des choses que je voulais accomplir. Donc, comme tout accomplissement, on est toujours content. Merci pour ton temps. Merci pour tous tes conseils. Et puis, j'espère à très vite, Solène. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.